Avançons. Quelle est donc, cette fois-ci, ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Golden State Warriors 2024? Alors celle-là, je l'aime bien. C'est 9%. 9%, ouais. Alors c'est pas énorme. C'est le pourcentage de la fréquence de pick and roll ball handler joué par Jonathan Kuminga. Comme ça, je reste dans les jeunes. Jeunes. T'as cru que j'allais aller sur Kuminga tout à l'heure, c'est ça? Exactement, c'est pour ça que j'ai été un peu surpris. Mais et en fait, 9%, on peut se dire, bon, c'est pas énorme, mais déjà, c'est sur l'ensemble de la saison, donc c'est pas mal, on va dire, c'est pas mal réduit par son début de saison. Et comparé à l'année dernière, c'était 3%, et ça représentait 0,3 possessions par match. Donc, rien du tout. Et il était mauvais quand il le faisait. Bon, après, c'est tellement petit comme échantillon qu'on peut même pas dire s'il était mauvais ou bon. Mais du coup, cette année, c'est 9%. Ça représente 1,3 possessions par match. Donc, qui joue comme pick and roll ball handler, et qu'il finit comme pick and roll ball handler. Et il est à 0,93 points par possession. C'est dans le 69e centile de NBA. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'était un peu un prétexte pour parler de l'utilisation de Jonathan Kuminga que j'ai finalement pas mal aimé sur la deuxième partie de saison, parce que je trouve que c'est une arme qu'il n'y avait pas du tout chez ces Warriors, en tout cas chez ces Warriors 2023-24, notamment les pick and roll inversés avec Steph en poseur d'écran. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il les mélange aussi pas mal off-ball, c'est-à-dire qu'ils vont avoir Jonathan Kuminga en tant que poseur d'écran pour faire simple, pour une sortie d'écran de Stephen Curry, pour que ce soit un pin down ou même un stagger. Et en fait, ce que fait souvent Jonathan Kuminga, c'est qu'il pose pas vraiment l'écran et il coupe au cercle, qui est du coup souvent délaissé, parce que du coup, si Stephen Curry et Jonathan Kuminga sont off-ball, c'est Draymond Green qui a le ballon. Donc ce qui fait qu'à côté il y a un bon spacing, et donc Kuminga il cut, et là-dessus il est incroyable, quoi. Il plonge le panier avant le défenseur, hein, grosso modo. C'est un peu ça l'idée, c'est que Curry va mobiliser des défenseurs à sa sortie d'écran, et donc lui, il plonge le panier dans le dos, quoi. Ouais. Exactement. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, et comme j'ai dit, les pick and roll, on va dire, dans les deux sens, que ce soit Stephen Curry en porteur de balle et Jonathan Kuminga en poseur d'écran. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On est agressif sur Stephen Curry, évidemment. Et donc, on peut lui libérer. Et lui, il a ce côté où il peut driver ultra agressivement. Il y a des séquences, j'en ai posté une sur Twitter où c'est assez dingue. Physiquement, c'est un athlète hors du commun, quoi. Ouais. Il est capable d'encaisser le contact et de continuer à monter après le contact. C'est fou. Et puis les pick and roll dans l'autre sens, où on a Stephen Curry qui pose soit un écran, soit un ghost screen, et lui il va pouvoir driver. Et même parfois, ce qui se passe, du coup sur ces actions, c'est qu'on switch pour pas laisser de décalage, et on va utiliser Jonathan Kuminga en tant que punisseur de mismatch. Et c'est vraiment très intéressant, parce que sur des petits, en tout cas c'est peut-être là où il est le moins bon, mais parce que il a pas forcément le jeu au poste, et il aime bien utiliser le jeu au poste, mais théoriquement il a le profil pour. Et surtout face aux gros, si jamais ça switch face à des intérieurs, notamment face à Al Horford, face à Domantas Sabonis aussi, il est beaucoup utilisé en fait sur presque de l'isolation frontale. Et tout ça, tout ce que je viens d'écrire, je trouve que c'est des choses. En fait, c'est un profil qui avait pas du tout aux Warriors. Et en fait, et l'utilisation qui a augmenté sur du pick and roll ball handler ou des choses comme ça. Bon, c'est pas un passeur génial, mais en fait son utilisation, je la trouve très bonne sur la deuxième partie de saison, ou en tout cas bien meilleure que ce qu'on avait eu avant. Donc voilà, c'était pour parler de Jonathan Kuminga, que au final j'aime de plus en plus, on va dire. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est cet aspect de il apporte du punch et du tranchant et de l'énergie, mais pas que en transition. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est ce côté dynamisme, mais pas que sur le côté on se projette en contre-attaque. Pour moi, son ajout apporte aussi ce tranchant, ce dynamisme, le punch, hein, vraiment, même sur demi-terrain, qu'il n'y avait peut-être pas avec les Saric, qu'il n'y avait pas avec les Looney, etc. Et c'est vrai que l'utilisation sur les pick and roll inversés, notamment, c'est assez significatif, je trouve, de son évolution. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faudra le développer.
parce qu'il est capable et parce qu'en plus t'as le meilleur poseur d'écran de NBA avec Curry, mais parce que c'est le meilleur shooter, et donc plus t'es un bon shooter, plus en général t'es un bon poseur d'écran, parce que tu vas mobiliser l'attention. En général ça se passe comme ça. Je parle de menace, je parle pas de poser un écran de dureté, vous aurez compris, mais voilà, Curry mobilise tellement l'attention des défenseurs que t'as peur de l'abandonner, parce que sinon il file au pick and pop, et donc ça va ouvrir des lignes de drive, parce que le défenseur de Kuminga il va se prendre dans l'écran, et l'autre défenseur va pas vouloir non plus se décrocher de Curry, donc c'est pas mal. Et de l'autre côté, je trouve que ils le font déjà un peu, mais c'est pas assez le Kuminga en poseur d'écran. Et ça, je sais pas si c'est parce que lui manque un peu de technique de pose d'écran justement, ou si c'est juste que ça n'a pas encore été assez développé, ou si c'est aussi parce que si tu le mets en poseur d'écran, notamment pour Curry, ça veut dire que t'as un Draymond Green off-ball aussi parfois, et donc voilà, t'as pas un bon spacing pour que lui plonge dans ce spacing, aller au panier aussi librement qu'il aurait voulu. Mais voilà, je pense que même là encore, il y a des chiffres à aller gratter, parce que combien tu disais au niveau des possessions en tant que porteur de balle? 1,3 par match sur l'ensemble de la saison, donc c'est sans doute un peu plus sur la deuxième partie de saison, mais ça reste très peu au final. Ouais, et tu vois, les possessions, non pas en tant que porteur de balle, mais terminées en tant que rollman, donc en tant que poseur d'écran qui ensuite plonge au panier, ou alors pick and pop, mais en l'occurrence, lui, c'est panier. Même pas un par match, quoi. Il est en 0,5 par match de possession terminée comme ça. Je pense que là-dessus, il faudrait largement gratter plus, parce que il a un profil physico-athlétique assez impressionnant, et que s'il arrive un peu à maîtriser ce côté comment plonger au panier, comment orienter l'angle, etc., ouais, t'as quand même plein de choses à faire, quoi. Donc, il y a aussi la valeur de ce profil qui est à la fois avec ballon et sans ballon. Et donc il y a ce côté sans ballon, transition, les cuts qui sont pas mal. Steve Kerr aussi fait pas mal de systèmes, tu sais, le Paul Pierce cut. Donc en fait, le corner. C'est fait exprès, ça vient de Paul Pierce, c'est pas un hasard. Mais c'est Paul Pierce qui à l'époque coupait depuis le corner vers le panier pour un espèce de post-up, mais lui il le fait aussi soit pour un post-up, soit pour juste une coupe. Et puis t'as aussi pas mal de drive un peu depuis le slot, depuis l'aile en fait, où t'as une action qui se passe genre sur l'aile gauche, et puis d'un coup renversement vers l'aile droite, et le défenseur de Kuminga il avait un peu délaissé pour boucher l'espace en tête de raquette, et quand il y a renversement de jeu, Kuminga peut attaquer d'entrée de jeu et attaquer l'espace en fait. Et ça date pas de cette année, même l'an dernier je me souviens des matchs contre Jokic où on le met dans cette position, on l'attaque dans l'espace comme ça grâce à Kuminga. Bref, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec Kuminga qui tu vois, mine de rien, moi, en début de saison, j'étais quand même très pessimiste sur son cas, je dois dire, parce que je pense que beaucoup de monde voit le côté athlétique, mais je pense qu'il y a aussi des problèmes un peu parfois de skills, de dribble ou de QI basket, incompréhension du jeu qui était pas génial. Donc moi, je me disais à quel point est-ce qu'il faudrait pas le vendre pour profiter de la valeur. Il est encore jeune, les gens y croient, pour aller chercher autre chose à la place et aider l'équipe. Franchement, métamorphose complète, et j'ai totalement été bluffé et conquis maintenant. Alors, je pense pas qu'il y ait un potentiel génial. Enfin, en tout cas, peut-être pas au NBA, etc. Donc, ça, toujours pas. Mais on a un vrai joueur qui a été impactant dès cette saison, et en défense et en attaque. Donc, ouais, j'ai vraiment changé d'avis sur lui en quelques mois. Donc, je trouve que les Warriors ont désormais un très très bon élément, et désormais un titulaire. Je pense qu'on peut le dire pour la suite. Ouais, exactement. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont dans ce cas. De beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Je suis vraiment fatigué. Mais non, mais c'était aussi pour dire oui que défensivement on en a un peu parlé, mais il est aussi placé dans un rôle qui lui va beaucoup mieux, où il est beaucoup plus on-ball. On en avait, je sais plus, mais en tout cas, il avait été notamment placé sur Jalen Brunson, sur vraiment le porteur de balle, parce que défensivement off-ball c'est aussi mieux, mais finalement il y a toujours des absences, et c'est finalement presque moins bien que, enfin c'est pas là où il est le meilleur en tout cas. Oui, il est plus intérieur défensif comme avant, quoi. Il est clairement, t'es en première ligne, tu vas être mis sur tout le monde, plutôt que en début d'année ou l'an dernier, comme tu dis, où il était backup poste 4, et donc lui il a pas ce volume de protection de panier, de rotation, etc., quoi. Exactement, et ça le met aussi en valeur défensivement. Donc je trouve que la fin de saison, en fait, l'utilisation elle est presque optimale, quoi, pour Jonathan Kuminga, et ça fait un joueur qui finalement est imparfait. Défensivement, il a pas le volume off-ball, et c'est un peu frustrant vu de son gabarit. Offensivement, il a pas le passing, donc c'est un peu frustrant. Il a pas forcément le handle, etc. Mais en fait, ça fait un joueur très valuable, quoi, comme tu l'as dit, et je trouve ça très encourageant, on va dire, le développement sur cette fin de saison. Oui, tu vois, tu m'aurais dit il y a un an. Il y a un an, en tout cas, j'aurais été enclin pour l'échanger contre pas mal de joueurs. Là, aujourd'hui, un an après, il y a
pas mal de joueurs où je me dis non, peut-être pas, je préfère Kuminga, quoi. Ouais. Je préfère garder. Même, tu vois, Markkanen, Kuminga, je me pose la question. J'hésite un peu tout de même. Je suis pas sûr de le faire. Bah, surtout, d'après les rumeurs, il y a Kuminga et 4 pics, quoi. Ouais, 4 pics, Podziemski, etc., quoi. Danny Ainge, qui a toujours refusé. Enfin, il a pas voulu faire le trade pour Jimmy Butler, pour Paul George, pour Kawhi Leonard, parce qu'il voulait pas mettre un deuxième tour de draft de Boston. Et là, par contre, lui, quand c'est lui qui vend, il réclame la terre entière pour un mec qui a un contrat d'1 an. Mais non, technique de négociation de Danny Ainge, évidemment. Mais alors, pour enchaîner sur Kuminga, j'avais noté 2-3 trucs. En plus, ça va dans la continuité de ta stat sur des pick and roll. Moi, c'est les stats sur drive, plus généralement. Puisqu'il a 1,18 points par tir sur les tirs en fin de drive et 6 drives par match. Toujours pas un gros volume, mais je pense que ça peut augmenter encore en plus l'an prochain. C'est en termes d'efficacité sur de fin de drive, donc efficacité de layup plus productivité aussi au lancer franc, ça inclut dedans la productivité globale. 72e centile. Parmi les drivers à plus de 6 par match, 72e centile, donc mieux que 72% des joueurs NBA à gros volume de drive. L'an dernier, on était non pas 1,18 mais 1,10 points par tir en fin de drive, et c'était 46e centile. Donc la progression, on la voit aussi concrètement, c'est pas juste qu'il fait plus de drive et que déjà avant il était bon mais il en faisait peu, on voit aussi que non seulement il en fait plus mais aussi il est bien meilleur là-dedans, et c'est pas tant le toucher de balle, c'est je pense déjà une petite progression au dribble, même si c'est pas fameux, et ça sera jamais fameux je pense, il n'y a pas trop ce dribble de avancé, mais en même temps il est tellement explosif et tellement puissant que je pense qu'il n'y a pas besoin d'énormes progrès pour un peu tout déverrouiller et tout débloquer. Il suffit juste que, tu vois, tu vas pas lui demander de faire des changements de direction, changements de rythme, ce genre de drive très nuancé, très manipulation. Non, il faut que tu sois capable de faire un drive tout droit. Et vu ton explosivité et ta taille, surtout à la fin, taille plus envergure, la finition sera toujours à peu près ouverte, hein, vu les mensurations. Donc, progrès là-dessus, je trouve, le dribble devient un peu plus fonctionnel actuellement, mais surtout, et t'en as un peu parlé déjà, mais c'est le côté charpente et la provocation de faute. Il est à 16% de ce qu'on appelle le shooting foul percentage, c'est la capacité à provoquer des fautes pendant une tentative de drive, et pas en dribblant, et pas loin du panier, etc. Et pas une faute, une vraie faute provoquée pendant qu'il va tirer. Et 16%, c'est le 12e de NBA parmi les gros temps de jeu. Et c'est même, quand on enlève tout ce qui est pivot, qui ont des standards beaucoup plus élevés, c'est même le 6e non-pivot de NBA. Donc 6e non-pivot de NBA derrière des Butler, des Rosanne. Je crois qu'il est aussi au niveau de Paolo Banchero, qui est aussi élite de ce point de vue. Mais voilà, on est déjà sur un joueur d'élite, et je pense que ce chiffre de provocation de lancer franc, pour moi, d'une part, ça illustre assez bien ce côté où le dribble devient fonctionnel, et donc ça vient un peu tout débloquer, et notamment ce potentiel athlétique. Donc ça, c'est bien. Et deuxièmement, je pense que, à mon sens, c'est un peu comme ça qu'il faut le développer. C'est un peu comme ça qu'il faut développer, parce que si tu te dis, il est athlétique, donc il suffirait qu'il ait un jump shot et qu'on aura un joueur complet, tu peux l'espérer, mais je pense pas que ce soit comme ça que ça va marcher. Je pense que un Kuminga niveau All-Star, ou en tout cas un Kuminga très très fort, pour moi, c'est un Kuminga qui renforce ses forces, entre guillemets. Parce que le jump shot, je suis pas sûr qu'il ait le toucher de balle pour être à haut niveau, et il a un petit pull-up pas loin du panier, donc c'est sympa, mais je suis pas sûr qu'on a un jump shooter d'élite quelque part en lui. Ça paraît improbable, pas impossible, mais par contre, là où je pense que tu peux gagner et monter des marches, et monter en gamme en termes de niveau de joueur, c'est si ce côté drive athlétique, il est pas juste sympa, mais il est bon, très très bon, excellent, et voire élite, quoi. Donc j'avoue qu'il y a un côté passing qui sera jamais là non plus, le côté jump shot il sera jamais là non plus, le volume off-ball en défense sera jamais là non plus, mais il y a une version défenseur d'élite face au ballon, très polyvalent, plus driver, plus cut, plus jeu off-ball, qui fait que j'ai moins de mal aujourd'hui, beaucoup moins, à imaginer une version All-Star de ce truc-là, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, j'avais d'autres petites stats, Vas-y. deux en même temps, mais qui confirment un peu ça, c'est que les Warriors en fait sont la deuxième équipe qui a le plus de paint touches, donc qui touche le plus la peinture. Et pourtant, les Warriors sont dans le même temps une des pires équipes en termes de fréquence au panier, offensivement. J'ai plus le chiffre sous les yeux, mince. Et en fait, c'est pour montrer qu'il y a on arrive à aller au panier, mais en fait souvent on n'a pas les joueurs pour prendre les tirs, quoi, tout simplement. Ouais. Et Jonathan Kuminga, lui, il a vraiment ce profil un peu de joueur qui peut apporter de la rim peut-être pas de la rim pressure, mais vraiment de la finition au cercle,
qui manque beaucoup à ces Warriors, parce que Draymond Green, c'est pas le joueur sur pick and roll, c'est plus un joueur de short roll. Kevin Looney, t'en as beaucoup parlé, c'est plus du tout un joueur de pick and roll. Après, Klay Thompson, on en a parlé. Stephen Curry, il y a toujours eu une certaine pression au cercle, mais en termes de tir au panier pris, ça a toujours été plutôt peu. Podziemski, pareil. Et vraiment, Kuminga, il a ce profil qui sort un peu du lot et qui peut apporter cette finition au panier qu'il n'y a pas forcément chez les Warriors. Quand on dit paint touches, donc les touches dans la peinture, c'est pas avec la main, c'est pas je me baisse et je touche la peinture, la raquette. Non, c'est évidemment en dribblant, vous aurez compris, de rentrer dans la raquette en dribblant. Et c'est vrai que cette différence entre le nombre de fois où il rentre dans la raquette en dribblant, ou en tout cas avec la balle dans la raquette, et le nombre de tirs au panier, elle s'explique parce que Curry, c'est plutôt un profil qui va éviter le contact et qui va chercher l'angle de layup quand il y a la finition, mais même en dehors de la finition. Tout ce qui est Curry, Podziemski, même Draymond Green ou plein de joueurs comme ça, Chris Paul aussi, ils arrivaient dans la raquette, ils arrivaient à pénétrer de par les systèmes de jeu ou de par un pick and roll, mais que s'il y a une rotation et s'il y a un mec en face, en fait, il faisait le kick-out, très simplement. Et c'est vrai que Kuminga sort un peu du lot sur cet aspect où, lui, c'est peut-être un des seuls, je vais pas dire implacable, mais un des seuls qui a un peu cet aspect un peu plus à volonté d'attaquer le panier, où si il vient dans la raquette et qu'il y a une rotation et qu'il y a un protecteur de panier, et peut-être que contrairement aux autres, en tout cas moins souvent, il va pas faire le kick-out, il va pas ressortir, il va pas faire un pas de côté pour tenter un lay-up de côté. Lui, c'est le mec qui peut attaquer le contact, qui peut attaquer et rester agressif. Donc, effectivement, si on a le développement de ça, non seulement on a du dynamisme un peu partout sur le terrain avec des cuts, des postes d'écran ou même en pick and roll inversé ou avec Curry, comme tu disais, mais on aurait aussi éventuellement rajouté à tout ce shoot et ce mouvement des schémas de cœur potentiellement un peu tranchant, et ça ferait du bien cette pression au panier qui pour l'instant manque un peu, parce que voilà, même Draymond qui parfois est un porteur de balle de grande taille qui distribue, lui il peut rentrer dans la raquette sur dribble, mais ensuite il fait le kick-out. Draymond, c'est pas le mec qui va attaquer pour aller scorer, il a pas ce genre d'agressivité, c'est pas son jeu, alors que Kuminga, oui. Donc effectivement, à suivre. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.